Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip & Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip & Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur sailors avec un z.com. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 121e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 6 juin. Il est exactement midi et nous allons parler aujourd'hui d'un événement phare de la voile suisse qui s'élance samedi de Genève, le Bol d'Or Mirabeau, la plus importante régate du monde en bassin fermé, comme l'indique son site officiel. L'épreuve fait cette année sa 84e édition avec pour l'occasion un parrain français, en l'occurrence Thomas Coville. Un parrain que connaît bien notre premier invité, puisqu'il a accompagné le skipper de Sodebo Ultime 3 ces dernières saisons sur son trimaran. Il s'agit de Mathieu Vandamme, qui participe cette année au Bol d'Or à bord du TF35 Lilium 12 Comptoir Immobilier, qui a remporté samedi dernier une autre classique du lac, Genève Roll Genève. Salut Mathieu, qui est à la Trinité-sur-Mer. Salut Mathieu. Salut. Nos 2 autres invités sont suisses, ils seront aussi également de la partie en TF35, circuit que nous allons aborder dans cet épisode. Le premier a remporté 2 des 3 premières épreuves de la saison du TF35 Trophy, la Geneva Cup et la Real-Stone Cup for Lehman Hope. C'est Jérôme Clerc qui est du côté de Lausanne, skipper de Real Team Sailing. Salut Jérôme. Oui, salut, bonjour à tous. Et le second fait partie d'une famille de navigateurs célèbres en Suisse et même au-delà. Il participera à ce Bol d'Or Mirabeau sur Iliam 17. C'est un des piliers du centre d'entraînement à la régate de Genève dont il va aussi nous parler. C'est Nelson Métro qui est du côté de Miss où se trouve le chantier des TF35. Salut Nelson. Ouais, bonjour à tous. Eh bien, messieurs, plutôt que de faire ma traditionnelle présentation de l'épreuve dont nous allons parler, en l'occurrence le Bol d'Or Mirabeau, je vais peut-être vous laisser faire le travail à ma place, notamment Jérôme et Nelson. Vous allez nous expliquer un peu ce que représente un peu ce Bol d'Or Mirabeau et nous présenter un peu cette épreuve qui est assez unique en son genre. On va continuer avec toi, Nelson. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce Bol d'Or Mirabeau ? Bon, alors le Bol d'Or, c'est en Suisse, c'est une régate qui est, c'est certainement la régate la plus suivie en fait localement. Et puis c'est vraiment un événement qui est important en fait pour tous les navigateurs du Léman et aussi de la Suisse entière pour ceux qui peuvent venir participer. Donc le Bol d'Or, il regroupe en fait des bateaux très technologiques comme les TF35 ou des monocoques en carbone, et puis aussi des monocoques plus familiales. Des bateaux plus familiales sur lesquels en fait beaucoup de personnes vont disputer le Bol d'Or. Je crois que c'est environ 2000 personnes qui participent au Bol d'Or chaque année. Oui, effectivement, il y a 330 inscrits sur cette 84e édition. Jérôme, faire le Bol d'Or, c'est un passage obligé pour tout navigant suisse. Ouais, je crois que c'est vraiment la régate phare du lac Léman. C'est plus qu'une régate, c'est la fête du lac. C'est vrai qu'il y a entre 300 et 500 participants chaque année, comme disait Nelson, toutes les catégories, des bateaux ultra technologiques aux bateaux familiales. Donc c'est ça qui fait un événement très spécial en Suisse. Ouais, c'est un événement très, très médiatisé en Suisse. Ouais, je pense que voilà, si on dit qu'on fait de la voile en Suisse, on dit ah mais tu fais le Bol d'Or. Et c'est vrai que pour les néophytes, le Bol d'Or c'est la régate que tout le monde connaît.
Et puis même si pour nous, c'est une régate un peu particulière parce elle est pas monotype, elle est pas en Grand Prix, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Pour les gens, c'est la régate référence en Suisse. Mathieu, toi, tu as déjà participé plusieurs fois à ce bol d'or. Raconte-nous un peu l'image que toi tu as de cette épreuve. Plusieurs fois, qu'une seule fois l'année dernière. D'accord. Déjà avec Iliam Comptoir Immobilier. Oui, c'est l'image que décrit Jérôme et Nelson. Hein. C'est comme un rassemblement incroyable de bateaux sur le lac. C'est parmi le rassemblement, c'est comme une course. Une course, je crois que en Suisse, le gagnant de la course, c'est quand même et celui qui gagne la course, il a gagné son année. Voilà, c'est une super course. Hein. C'est la longue distance, c'est la vraie longue distance. Donc c'est super intéressant. Nelson, Jérôme, vous confirmez, remporter le bol d'or, c'est gagner, c'est réussir son année. Nelson peut répondre vu qu'il l'a gagné l'année passée. Nelson, est-ce que l'année a été réussie pour avoir gagné le bol d'or? C'est vrai que je participais avec le D35 de Christian Val l'année dernière, et puis je gérais le projet plus la préparation du bateau. Donc pour moi, c'était plutôt une belle réussite qu'on arrive à devancer les TF35 en fait l'année dernière. Et puis c'est vrai que pour en fait en Suisse, c'est quand même le championnat, c'est la régate la plus reconnue. Donc gagner le bol d'or, c'est chaque fois une bonne chose sur le CV. Et puis j'étais content de le gagner 10 ans après Jérôme Clair aussi, dans les années où il quittait le centre d'entraînement la régate. Donc voilà, c'est la petite histoire aussi en plus. Et puis voilà. Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le parcours de ce bol d'or et un peu les spécificités de ce parcours? Oui. Ouais, alors en gros, le parcours, il est très simple. Il part de Genève, on va tourner au Bouvray, donc c'est la ville de l'autre côté du lac, dans les montagnes près du Valais, et on revient à Genève. Donc le parcours, c'est une boucle, très simple. Par contre, on traverse différentes parties du lac, le petit lac entre Genève et Nyon, le grand lac entre Lausanne et Évian, et puis le haut lac plus vers le Vevey, Montreux, le Bouvray justement. Donc c'est un peu c'est le lac Léman, mais ces trois parties ont leurs conditions de vent très particulières, ce qui fait pas mal de zones de transition où en général les cartes sont complètement jouées, donc on peut rejouer, je veux dire, pardon. Donc on peut sortir en tête d'une partie du lac, s'arrêter, attendre tout le monde et puis repartir pour la prochaine étape. Mathieu, toi, tu as donc découvert ce parcours l'année dernière. Qu'est-ce que tu en as gardé? Comment tu l'as trouvé ce parcours? L'année dernière, le parcours était long. Non, le vent était assez faible, ce qui fait que le parcours on le connaît. Il faut faire le lac aller-retour. Maintenant, le lac est tellement complexe au niveau des vents qu'on peut avoir du vent à un endroit, du petit temps à un autre endroit, ce qui fait qu'il faut être pertinent. Et comme le dit Jérôme, on peut être en tête à un endroit et puis se retrouver se faire dépasser après. C'est toujours remis en cause jusqu'à l'arrivée, je crois, d'après ce que j'ai vu ce que j'ai entendu en tout cas sur les différentes éditions qu'il y a eu. Faut vraiment faut être prêt jusqu'à la fin, quoi. Nelson, effectivement, je crois on dit souvent que le lac, il y a beaucoup de vents différents sur ce lac. Il peut y avoir notamment des grosses tempêtes, hein. Il y a eu une édition 2019 assez incroyable avec une tempête qui s'était abattue sur le lac. Tu y étais, Jérôme, vous y étiez à cette édition? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu? Ouais, nous on a fait cette fameuse édition. Je crois que c'était le dernier bol d'or en D35 avant l'arrivée des TF35. Et puis c'était mémorable. Nous c'était un peu mal fini puisqu'on a cassé notre main, on a dématé 5 minutes après que le front soit arrivé. Donc on a eu à l'ANEMO, le dernier enregistrement était je crois de 65 nœuds. Ah ouais. Et voilà, notre main n'a pas résisté malheureusement, donc on a fini un peu échoué en naufragé. Mais heureusement pas de blessés, pas d'incidents différents que ça, quoi. Donc on n'a pas pu finir cette course. Je crois que c'est Spinris qui la gagne finalement. Mais c'était vraiment un moment assez mémorable, ouais. Jérôme, tu y étais toi aussi? Ou alors ça c'était Jérôme qui a parlé, mais Ah je pardon, peut-être demande à excuse-moi. Nelson. Oui, Nelson, excuse-moi. Nelson, tu y étais aussi? J'étais censé faire un D35, mais je m'étais blessé avant la course. Donc, j'avais suivi la course à terre. Et puis, c'est vrai que c'était un orage impressionnant. On avait prévenu, en fait, les différents bateaux, nos différents amis que l'orage passait, en tout cas sur Genève, avant de les rejoindre à hauteur de Lausanne-Montreux. Et puis, c'est vrai que, il y a eu énormément de bateaux qui ont chaviré ou de mâts cassés. Il y avait même des personnes qui sont restées à l'eau pendant plusieurs dizaines de minutes.
Donc c'est vrai que c'était quand Ouais. même un événement qui a un petit peu marqué les esprits. Et puis je pense que la direction de course fait un petit peu plus attention sur la sécurité pour pas retrouver un événement comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup de vents très différents. J'imagine qu'il y a des effets de relief assez importants. Est-ce que tu nous expliquer un peu tous ces vents différents qu'il y a sur le lac à cette époque Ouais, de l'année? alors je pense que généralement on peut avoir soit des vents thermiques tout au long de la journée qui vont être en fait assez légers au début de journée avant que la terre chauffe, et puis durant l'après-midi ça va continuer à chauffer jusqu'en début de soirée, et puis potentiellement en début de soirée tout va s'arrêter, donc ça peut aussi redistribuer les cartes. Ou on peut avoir des décisions peut-être une fois tous les 10 ans de bise assez forte qui permet en fait de faire le tour du lac en 6 heures peut-être pour les multicoques. Maintenant pour les foilers, on n'a jamais eu de boulder avec la bise, donc ça, le tour devrait se faire en 4-5 heures, a priori, la fois où on aura de la bise, peut-être pas cette année, d'ailleurs. Et et après, qu'est-ce qu'on peut, voilà, après, c'est surtout ces orages qu'il faut éviter en début de soirée, enfin, qu'il faut essayer de contrôler en début de soirée. Donc voilà, pas mal de choses différentes, pas mal de schémas différents. Et puis, au travers de tout ça, je pense qu'on retrouve quand même des fois des choses qui marchent, voilà, selon les schémas de vent, il y a quand même des routes qui fonctionnent mieux que les autres, et puis qu'il faut essayer de reproduire. Et puis c'est là que en fait, les gens qui connaissent bien le lac vont s'en sortir à chaque fois peut-être un petit peu mieux. Et vous avez souvent, Jérôme, vous avez souvent vécu des arrivées nocturnes? Est-ce que c'est fréquent que l'épreuve, je crois que le coup d'envoi est donné à 10 heures, donc est-ce que c'est fréquent que l'épreuve, dure plus de 12 heures, notamment pour vos bateaux les plus rapides? Bah, malheureusement, oui. C'est assez fréquent que même avec des multicoques ultra rapides, et ben, on finisse de nuit, donc après plus que 10 heures de course. Et puis la dernière expérience, c'était assez incroyable. C'était le premier bol d'or en TF35 pour toute la classe, il y a 2 ans, où en fait personne, je crois, s'attendait à finir de nuit parce qu'ils annonçaient quand même un peu de vent et on imaginait finir juste avant la tombée de la nuit. Ça n'a pas été le cas. Et on est arrivé de nuit dans la rade de Genève avec un petit vent des montagnes qui est descendu. Toute la flotte s'est mise à voler. Il faisait nuit noire. On voyait à peine où on allait. On volait à 20 nœuds dans la rade de Genève, donc c'est quand même pas très grand. Avec les bateaux autour, c'était impressionnant pour tout le monde. Un peu Star Wars, comme on a résumé cet événement. Et ouais, non, mais ça arrive plus souvent que prévu, malheureusement, de finir de nuit. Mathieu, bah, tu vas donc disputer ton deuxième bol d'or Mirabeau sur Iliam 12 comptoir immobilier. Comment tu t'es retrouvé embarqué sur ce bateau? C'est un circuit qui m'intéressait. Le bateau, déjà vu d'extérieur, il paraissait surprenant et super, hein. C'est un beau bateau volant. Et l'année précédente, il y a 2 ans, j'avais été contacté par l'équipe pour remplacer leur coach sur deux sessions, sur deux grands prix, ou d'un entraînement et un grand prix. Donc là, j'ai rencontré l'équipe. Et par la suite, l'année dernière, j'ai pu intégrer l'équipage. Et voilà, c'est encore cette année. Et tu peux nous parler justement de cet équipage, hein? C'est une équipe dont le propriétaire est un Suisse, hein, Bertrand Demol, c'est ça? C'est ça. Donc le propriétaire barreur Bertrand Demol, qui a déjà de nombreuses années, vient de Genève, hein, qui a grandi à Genève, qui fait beaucoup de bateaux, qui a déjà fait beaucoup de B35. À côté, il y a Billy Besson, hein, qui dirige cette équipe-là. Billy qu'on connaît bien, hein, qui a Ouais. fait tout avec un gros palmarès. Il y a Erwan Israël aussi qui est là, qui navigue habituellement avec Gitana, qui est super efficace, hein, sur le poste de tacticien. C'est extraordinaire de l'avoir à bord. Après, il y a un Suisse, il y a Alexis Rochat, qui est en numéro 1, qui navigue tout le temps sur le lac. Il adore le lac, il connaît très bien le lac. Il est aussi très pertinent, très efficace sur le poste de numéro 1. Il est top. Euh, on a un petit nouveau là, Sandro Lacan, qui est au réglage de voile d'avant, qui remplace Thierry Brien, qui était avec nous l'année dernière. Thierry qui est toujours avec nous, mais qui s'occupe qui est plus du côté technique cette année. Et Ouais, donc Sandro Lacan qu'on a déjà vu en Diam 24, hein, si je me souviens c'est bien, ouais. ça, en Diam 24, avec le Team France Jeune aussi, au temps de la Coupe des Bermudes. Et qui arrive avec beaucoup de fraîcheur, qui a beaucoup d'envie, qui est efficace, qui aide bien au niveau technique. Non, c'est un bel équipage de gens motivés, de gens avec beaucoup de compétences, beaucoup de talent.
Et là, ça se passe bien depuis ce début d'année. Ben, on a des résultats, ça fonctionne bien, donc c'est super. Effectivement, hein, c'est vous qui avez gagné Genève le week-end dernier. Hein. Exactement. Alors c'est toujours très serré, hein. On gagne des fois. On a bien fonctionné pendant toute la course, mais Speed était en tête avant la fin et en fait on a eu un souci technique. On était à côté, on les a redépassés. Mais ouais, donc c'est nous qui gagnons, mais ça reste très serré et très disputé jusqu'à la fin. Nelson, est-ce que tu peux nous parler de votre équipage de Iliam 17? Je crois que c'est un équipage assez international. Ouais, donc bah là, donc les deux bateaux s'appellent Iliam. Il y a Iliam 12 sur lequel il y a Mathieu, et puis Iliam 17, c'est le bateau sur lequel duquel je fais partie de l'équipage. Et puis donc notre équipage, il est assez international. Donc la personne qui a monté l'équipe, c'est Will Ryan, médaillé d'or olympique en 470. Donc en fait, on a intégré dans l'équipe beaucoup d'internationaux, mais plutôt australiens et néo-zélandais. Donc il y a Thor Varmirski aussi, ancien champion du monde de match race en M32, entre autres. Stuart Dodson, qui est notre régleur de voile d'avant, qui a fait beaucoup de GC32, de M32 aussi, toujours au réglage, et puis qui a plusieurs titres de champion du monde. Stuart Dodson, qui a aussi un beau parcours olympique, et puis qui fait partie aussi du CLGP, de l'équipe suisse en CLGP. Et puis on a notre coach remplaçant qui est Tom Sajak, qui est aussi une médaille olympique, en Autrichien. Qui c'est que j'oublie? Guillaume Roll, un Suisse, un jeune Suisse avec qui j'ai beaucoup navigué avant au centre d'entraînement La Régate. Et notre propriétaire, Julien Firmenich, qui fait partie d'une famille en fait très intégrée dans le monde de la voile, qui a toujours possédé en fait les bateaux qui s'appelaient Iliam, et puis en fait qui prend un petit peu la succession de son père, de son grand-père, pour monter en fait des projets de voile à Genève. Jérôme, on va passer à toi. Toi, Real Team Sailing fête, je crois, cette année, c'est 10 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'équipe en général et de l'équipage que vous aurez sur ce Boulder Mirabeau? Ouais, en effet, tu as noté que c'est les 10 ans de Real Team, donc c'est une équipe qui existe déjà depuis longtemps, qui avait commencé issue du centre d'entraînement La Régate de Genève. On a commencé en D35, on a fait un passage en X 40, du GC32, Flying Phantom, après un peu les bateaux volants, jusqu'à finir maintenant en TF35. Et bah, notre équipe, c'est vrai qu'elle est aussi internationale, mais internationale pour un Suisse, parce qu'en fait, il y a plus de Français que de Suisses chez nous, plus de Bretons surtout. On a bah, le Sébastien Coll à la tactique, je pense que tout le monde le connaît, j'ai pas forcément besoin de présenter, qui a vraiment amené beaucoup à notre équipe avec sa connaissance des projets performants en Coupe d'Amérique. On a aussi François Morvan qui navigue avec Mathieu sur le CLGP français, donc évidemment une grosse connaissance aussi en bateau volant. Encore des Bretons avec Gurvan et Benjamin, Gurvan Monton et Benjamin Amiot qui naviguaient aussi ensemble sur les petits catamarans, enfin les fantômes. Je pense qu'ils sont connus aussi en Bretagne. Bien sûr, Et puis ouais. quand même en Suisse, avec moi, heureusement, Rémi Echiman aussi, un jeune qui navigue depuis longtemps avec moi, qui est très spécialisé aussi dans l'électronique, et c'est un gros avantage qu'on fait des bateaux technologiques comme le TF35. Ouais, ouais, donc il y a beaucoup de Français sur ce circuit. C'est comme d'ailleurs en D35, c'est un peu la continuité. Oui. Ouais. C'est juste que c'est un bon mélange. Je pense qu'il y a une super collaboration entre les Bretons et les Suisses sur ces circuits qui demandent beaucoup de compétences. Et puis on sait qu'en Bretagne, les compétences, elles existent. Ouais, on voit que c'est quand même des équipages de très haut niveau, de haut niveau international. Parlez-nous un petit peu du TF35, donc je crois que c'est si je me trompe pas, la 3e saison du TF35 qui est sortie, je crois les premiers sont sortis en pleine période Covid. Racontez-nous un peu les spécificités du bateau. On va te demander à toi, Mathieu, tu as découvert le bateau il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce support de 35 pieds qui a succédé au D35? Beaucoup de bien. Après, c'est contrairement à Jérôme Nelson, je n'ai jamais fait des 35, donc Ouais. je vais pas comparer à ce bateau-là. Des bateaux par rapport au bateau que je connais plus, par rapport à un GC32, c'est plus gros, un peu plus complexe. On est 6 à bord comparé à 5. C'est un bateau qui demande d'avoir comme un playbook, des fiches manœuvres en tout cas qui sont très très calées. Et s'il y a un vrai travail d'équipage parce que les manœuvres sont quand même difficiles. Hein. Il y a des voiles il y a de la surface.
il y a beaucoup de force hein, dans le bateau. Donc, pour réussir à faire des belles manœuvres, faut vraiment que l'ensemble de l'équipage fonctionne bien et réponde bien au timing. Après, c'est un bateau qui est intéressant aussi parce que il a des foils en T, hein, un shaft, la partie verticale légèrement courbée et en T, avec un vrai T et des flaps à l'arrière qui permettent à l'arrière du foil qui permettent de faire de pousser. Mais on peut également jouer sur le reg, sur l'incidence globale du foil. Ce qui fait que c'est un bateau qui était optimisé pour voler très tôt. Hein. C'est un bateau pour le lac. Je crois d'après ce que j'ai compris, une des conditions aussi, c'était qu'il puisse matcher un D35. Le D35, c'est quand même une machine à vent. Hein. Dans le petit temps, on l'a vu l'année dernière, justement avec Nelson à bord, mais c'est un D35 qui gagne le bol d'or. Là, l'objectif, c'est qu'un bateau volant, donc avec des grands appendices qui traînent sous l'eau, puisse dans le petit temps, comme décoller le plus tôt possible pour devenir passer d'archimédien à volant et être le plus efficace possible. Donc c'est vraiment l'objectif de ce bateau-là, quoi. Après, il a pas une vitesse maximum incroyable, mais ça monte à, je crois que Jérôme, je vais dire une bêtise, mais je crois que sur le kilomètre, ils sont à 37 nœuds, 36, 37 nœuds. 35 nœuds, 39. Ouais. J'ai vérifié ça en préparant Ouais, cet c'est ça. épisode. On va dire que c'est comparé à l'ensemble de la flotte des bateaux qui existent, c'est déjà exceptionnel. Mais sur des bateaux volants, c'est très rapide, mais c'est pas affolant. Hein. Alors c'est amplement suffisant, on pourra dire. Voilà. Après c'est ça, c'est la complexité de ce bateau-là. Après c'est vrai il y a autre chose qui est particulier à ce bateau-là, c'est qu'il a un autopilote de vol. Ouais. C'est-à-dire que les foils, donc je disais l'arrière des foils des T là, c'est des flaps et qui sont contrôlés avec des petits moteurs et qui répondent en fait à un pilote, un sorte d'ordinateur qui lui demande de respecter, qui essaie de respecter une hauteur de vol. En fait, on lui donne un objectif de hauteur de vol et avec les flaps, le foil essaie de répondre et d'atteindre cette hauteur-là. Donc c'est un bateau qui a un peu d'électronique, un peu de logique à comprendre aussi, comment il était réfléchi, parce que outre les foils, il y a aussi les safrans même chose sont d'été, avec même chose ont des flaps qui sont contrôlés avec des petits moteurs. Et donc avec les safrans, on peut jouer sur l'assiette, sur le trim, le pitch du bateau, avoir les traves plus ou moins descendantes ou montantes. Voilà, donc c'est très intéressant. Il y a pas- c'est assez limité. Il y a que quelques paramètres où on peut jouer, mais ces paramètres suffisent pour ouvrir tout un monde de réglages et de compréhension du bateau, quoi. Donc pour moi, c'est comme un bateau qui devient fiable et super intéressant, quoi. Nelson, toi, tu as maintenant quelques 2 ans sur ce bateau aussi. C'est un bateau qui a été compliqué à appréhender par rapport au D35, c'était très différent. Ouais, c'est sûr, c'est un bateau qui demande quand même beaucoup plus de préparation technique que le D35. Je pense beaucoup plus d'attention aussi sur tous les aspects de la préparation. Et puis, je pense que la grosse différence, c'est tous les systèmes électroniques à bord, surtout les systèmes de gestion de vol, qui demandent beaucoup d'attention, qui demandent une bonne préparation au début d'année et puis un bon entretien aussi tout au long de la saison. Ouais, je pense que la différence, c'est là qu'il y a 5-6 fois plus d'heures de préparation à faire sur un TF35 qu'un D35. Et puis ça demande quand même une bonne adaptation et puis de bien gérer cette chose. Ça a été un aspect difficile, je pense, en ce début chez Iliam 17. Enfin, pas difficile, mais qu'il a fallu vraiment appréhender et puis sur lequel on travaille encore pour essayer de matcher en fait les équipes qui ont un peu plus d'expérience pour le moment. Donc voilà, c'était une grosse partie de la mise en place et déjà l'aspect de la préparation technique du bateau et puis après aussi qui va être aussi importante qu'en fait les entraînements pour l'équipage sur le bateau. Jérôme, est-ce que ce bateau il répond un peu au cahier des charges que vous étiez fixé hein, au moment du choix de passer du D35 à ce TF35? Ouais, je pense que complètement, il remplit largement son cahier des charges. Moi, j'étais à la base, j'ai eu la chance d'être à la base un peu aussi du développement du bateau avec les designers et puis l'équipe d'Alinghi. Donc, on avait commencé le projet sur un Easy to Fly. On avait mis des foils en T, des safrans en T
pour appréhender ce nouveau concept. Et je pense que voilà, c'était un des premiers foilers monotypes volants dans ces conditions-là au monde. Donc là, je crois que le cahier des charges, il est vraiment réussi parce qu'il a atteint ses objectifs de performance. Si on vole à partir de 7 nœuds, 6-7 nœuds au portant, le bateau vole déjà à une vitesse de 15 à 18 nœuds. Et puis, il faut à peu près 8 nœuds de vent au près pour qu'il vole déjà à 17 nœuds. Donc, les performances dans le Titan sont vraiment incroyables. Donc, voilà, ça répond au cahier des charges aussi d'être performant sur la longue course du Bol d'Or. Après, ben voilà, si on veut être performant dans le Titan, on doit compromettre la performance en haute vitesse. Donc, c'est sûr que le mât de 21 mètres, les foils lancés avec des grandes envergures, ça péjore un peu la performance en haute vitesse. Même Ouais. si l'autre jour, on a fait un record on a fait le record du kilomètre, on a fait 35 nœuds de moyenne avec une pointe à 37 et on pense on est encore sur le capot. Donc petit à petit, on arrivera certainement à 40 nœuds, mais c'est vraiment pas l'objectif du bateau de voler le plus vite possible. Ouais. Vous avez battu 2 records, hein. Il y a eu le record du kilomètre, 39 nœuds, sur 1 kilomètre et le ruban bleu, tu peux nous expliquer ce que c'est que ce ruban bleu? Ouais, le ruban bleu, du coup, c'est un des records assez mythiques du lac. C'est sur le parcours du Bol d'Or. Donc c'est la même chose, Genève, Bouvray, Genève. On peut partir quand on veut durant l'heure d'été. Et voilà, là, c'est très simple, hein. C'est celui qui fait le temps le plus court qui empoche le record. Bon Et et là ce record a été détenu, je crois, depuis 10 ans par l'Hydroptère en 4h30 et nous avec le TF là on a fait 3h40 donc à amélioré ah ouais. 40 minutes de record. Ouais. Et c'était quoi les conditions idéales pour battre ce record? C'est quoi? Ouais, je crois qu'on a eu la chance de bénéficier des conditions idéales en effet avec du vent de travers quasiment sur toute la route. Donc ça c'est très rare, c'était un joran qu'on appelle ça, un vent qui descend du Jura et qui a vraiment rempli l'entier du lac et donc on a pu faire des routes directes avec des vitesses élevées. Voilà, ça c'est des vents très rares sur le lac. On a eu la chance d'avoir l'équipe prête et puis l'objectif de faire ce record cette année-là. Et la fenêtre légale pour commencer avait ouvert un jour avant. On en a profité pour se lancer dans ce record et le battre. Vous avez aussi, gagné les 2 des 3 premières épreuves de la saison, du TF35 Trophy. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter un peu ce circuit, hein? C'est l'évolution du circuit de D35, c'est ça? Ouais, c'est sûr que c'est l'évolution un peu moderne du circuit des 35. Le circuit des 35, il restait principalement en Suisse. On avait essayé il y a quelques années de déplacer les bateaux en Méditerranée. On avait fait 2 régates, si je me rappelle bien, au sud de la France. Je sais plus exactement où, mais c'était vers Cannes, je crois. C'était assez particulier parce que le bateau il est quand même fait pour de la mer plate, enfin ou un Ouais. lac plat en tout cas. Et puis naviguer en mer, c'était pas idéal, hein. Je me rappelle dans les virements, le bateau il reculait presque dans la vague avant de repartir en avant. Donc on a fait une fois l'expérience et puis après on s'est dit bon les 235 c'est quand même mieux qu'ils restent sur le lac. Et puis c'était un bon choix parce qu'on a pu naviguer à 10-12 bateaux pendant plus de 10 ans. Je dirais maintenant le TF35, l'idée c'était aussi de pouvoir le déplacer plus facilement que le D35. Donc il a été aussi conçu pour être démonté et puis rangé complètement dans un container 40 pieds, donc facilement déplaçable à l'étranger. Ouais. Et du coup, ouais, cette année on va faire début de saison en Suisse, là jusqu'au Bol d'Or. Il y aura encore un Grand Prix et après on se déplacera sur le lac de Garde à Matchesine pour les 2 événements du mois de septembre. Il y a 7 équipes, hein, qui sont en lice, dont une française, Team Sail Fever avec, notamment Loïc Perron à bord. Est-ce que le circuit est homogène? On va te demander à Nelson, est-ce que tout le monde peut gagner sur un tel circuit? Euh, pour le TF35, je pense que c'est sûr que sur les grandes courses, c'est un petit peu plus ouvert pour c'est un petit peu plus ouvert pour tous les équipages. Après, le championnat, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont plus d'expérience. Je pense que l'équipe de Jérôme ou l'équipe de Mathieu, qui ont déjà fait les 2 dernières saisons, ont un petit peu d'avance avec des équipages comme Spindrift ou encore Zen2. Et puis, cette année, on a deux équipages qui sont un peu nouveaux. Il y a le Ilium 17, le nôtre, avec un équipage international voilà, qui est en train de se mettre en place. Et puis, les jeunes d'Alinghi Red Bull Racing, qui aussi, pour la plupart d'entre eux, découvrent le bateau.
Donc, c'est un championnat qui est assez intéressant cette année avec en fait des 3 bateaux qui vont se battre pour les premières marches du podium. Et puis, en fait, un deuxième groupe euh, qui régate et puis qui essaye de développer ses compétences sur ce support et de peut-être d'être de plus en plus performant tout au long de la saison. Là, il y a 7 bateaux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui naviguent? Il y a eu combien de TF35 qui ont été construits à ce jour? Cette année, sur le circuit, il y a 6 bateaux qui naviguent et puis en tout, il y a 8 bateaux qui ont été construits. Donc, c'est Ouais. vrai que là, c'est encore à la recherche de 2 personnes qui voudraient se lancer en équipage sur leur circuit. Moi, je découvre le circuit cette année vraiment. J'avais navigué un tout petit peu les autres années, mais très, très peu. Et puis, je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est énormément de plaisir de naviguer sur ce bateau. Pour moi, cette saison, en fait, c'est un bateau qui est vraiment génial quand en fait, sur les conditions lémaniques, c'est vraiment un bateau qui est génial. Tout ce début d'année, on a fait en fait tous les jours de régate ont été vraiment réussis avec de belles régates. Et puis en fait, la spécificité de notre équipe, c'est qu'aussi on a un barreur qui a son 15e jour de navigation et on peut se lancer sur ces régates et puis on peut prendre du plaisir et progresser chaque jour avec aussi un barreur propriétaire. Et puis ça, c'est le gros avantage aussi, je pense, de ce circuit. Mathieu, qu'est-ce que toi tu viens chercher sur un circuit comme ça? C'est de la régate sur bateau volant, quoi. Ouais. Le niveau est bon, voire très bon. Donc c'est super intéressant. Et puis c'est des bateaux qui sont encore jeunes, donc il y a encore plein de choses à réfléchir, à essayer de comprendre comment l'utiliser, quoi. Donc c'est un ensemble de choses, voilà, et de la réflexion, de la mise au point. En plus, sans parler de l'équipage, j'ai comme la chance d'être dans un équipage avec des personnes super efficaces et intéressantes. Donc voilà, l'ensemble des choses, quoi. Et ça t'apporte pour tes autres supports volants, hein? On rappelle que tu fais partie de l'équipe de France de SailGP et potentiellement, plus tard assez rapidement de l'équipe de France, de l'America's Cup. Oui, de toute façon, je sais plus quel entraîneur disait que de toute façon notre travail c'était de naviguer. Donc si on ne naviguait pas un temps de jour de nav par an, on n'était pas professionnel. Donc en fait, ça pourrait très bien répondre à ça. C'est-à-dire que naviguer sur ces bateaux-là, c'est toujours intéressant. Chaque fin de nav, on découvre des choses, on apprend des choses, et qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, on a toujours des choses à remettre en cause. Donc ça, on apprend, quoi. Moi, ça fait partie de mon travail de passer du temps sur l'eau d'essayer de rendre un bateau volant le plus efficace possible, quoi. Maintenant, donc c'est enrichissant, c'est sûr, tant pour cette GP ou pour le reste, ou même pour l'ultime, hein. Parce que là, on avait Thomas Covid avec nous sur la Genève Roll. Je pense que c'est toujours extrêmement enrichissant de naviguer sur ce type de bateau. Jérôme, Real Team Sailing est donc une équipe qui a été lancée il y a 10 ans. Est-ce que ce circuit, le TF35 Trophy, c'est uniquement un circuit de propriétaires ou il y a des partenaires? Comment sont structurées un peu toutes les équipes qui participent? Je crois que ça reste un circuit principalement pour les propriétaires. Je crois qu'il n'y a aucun bateau qui est vraiment sponsorisé par une entreprise autre que l'entreprise du propriétaire. Ça, c'est un peu la tradition aussi là-dessus. C'est une très grande tradition de propriétaires investisseurs dans leurs bateaux, avec les premiers multicoques du lac il y a une vingtaine d'années, les Formule 40, les D35, Ernesto Bertarelli qui a aussi beaucoup poussé sur le développement des catamarans et voilà, c'est une tradition lémanique d'avoir des propriétaires passionnés, motivés à faire évoluer la voile de compétition de haut niveau. Et c'est ça qui fait aussi le charme de cette série. Et vous, le propriétaire de l'équipe, tu peux nous le Alors non, présenter? c'est Esteban Garcia qui travaille lui dans une entreprise d'immobilier, qui a toujours été passionné de sport et de voile en particulier. Et en fait, il y a 10 ans, il sponsorisait un événement des 35 et c'est là où on s'est rencontrés. Et puis il est passé sur la création de Real Team, une équipe professionnelle de voile. Et c'est vrai que notre propriétaire, il est passionné de sport, de vitesse. Il a fait également les 24 heures du Mans il y a 2 ans. Je crois qu'il D'accord, finit ouais. troisième en amateur. Donc voilà, la vitesse du TF35 ne lui fait pas peur en tout cas. Vous avez aussi, pas mal navigué, en GC32. Aujourd'hui, est-ce que vous naviguez que en TF35 ou vous naviguez sur d'autres supports aussi? Non, c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire 2 circuits en parallèle, on pouvait se le permettre. Là, avec l'arrivée du TF35 et sa complexité, on a vraiment décidé de se concentrer uniquement sur ce bateau.
pour bien l'appréhender. Comme disait Nelson, il demande beaucoup d'énergie en préparation, en compréhension globale du projet. Donc, on s'est focalisé là-dessus et on apprend encore tous les jours. Donc, je pense que c'était le bon choix. Nelson, je le disais en introduction, tu es aussi un pilier du centre d'entraînement à la régate par lequel sont aussi passés tes frères et sœurs. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette structure? Ouais, alors bah, moi, j'ai passé les 6 dernières années en fait à manager le centre d'entraînement La Régate, et puis quelques années auparavant, c'était aussi Jérôme qui était à ma place. Et puis le centre d'entraînement La Régate de la ville de Genève, donc il est subventionné en grande partie par la ville et le canton de Genève, et puis des mécènes genevois. Donc c'est ça qui fait la base de ses finances. Et puis ça permet en fait à environ 150 filles et garçons de 15 à 25 ans de naviguer en fait tout au long de l'année en Suisse, sur le lac Léman principalement, et puis aussi en mer, sur la mer Méditerranée ou en Bretagne ou encore en Manche. Donc le but du CER en fait, c'est de permettre à tous ces jeunes en fait de pratiquer la régate en fait pour 150 francs par année, donc environ 150 euros par an, donc presque rien, et justement de démocratiser la pratique de la régate pour les jeunes de la région lémanique. D'accord. Donc ça, Et c'est le ça, but de l'association. et ça sur toutes sortes de supports? Vous avez toutes sortes de supports? Le CER, principalement, l'activité principale, c'était de participer au Tour de France à la voile. Donc, on l'a fait beaucoup jusqu'en 2020. Après, il y a eu des années de transition. Et puis là, cette année, on va se relancer avec un Figaro 3 qui sera skippé par Valentin Gauthier, Qu'on connaît bien. ouais, avec le Banque du Léman. Donc voilà, ils vont relancer une équipe, tout un équipage très nouveau sur ce support, donc qui va être un petit peu le fer de lance des activités du CER cette année. Et puis à côté de ça, maintenant on a encore 2 surprises qui sont des monocoques du Léman très importants pour les régates lémaniques, 2 J70 pour les régates un peu plus internationales, et puis un 69F qui permet aussi d'ajouter une partie foiler et puis un peu plus technologique pour les jeunes régatiers du centre. Donc Ouais, voilà. Valentin Gauthier, on rappelle, hein, qui a navigué ces dernières années en classe 40 avec Simon Coster, avec Banque du Léman. Est-ce que le programme 69F, vous faites aussi partie vous participez aussi au circuit 69 F Cup, c'est ça, cette année? Ouais, bah le CER, il fait le circuit open donc dans toute l'Europe, et puis la prochaine étape ce sera la Falling Week à Malchesine, où j'aurai la chance de skipper le bateau, donc je me réjouis de faire une dernière régate pour moi avec le CER sur le 69F. Pourquoi une dernière régate? C'est vrai que tu passes la main, c'est ça? Moi maintenant je m'occupe principalement justement du projet TF de Iliam 12, et puis il y a Ouais. deux nouveaux managers, Valentin Gauthier et un jeune qui s'appelle Morgan Laubert, qui a passé quelques années au CER. Et puis voilà, c'est toujours le CER, le but c'est de laisser chaque fois la place à de nouvelles personnes pour gérer le projet. Et puis là, c'était le temps pour moi de découvrir d'autres choses. Et puis, je suis très content aussi pour moi de découvrir d'autres projets, de passer sur ce projet TF35 qui m'apprend pour le moment beaucoup. Et puis de continuer, voilà. Et puis que le CER soit de nouveau pris en main par des gens qui arrivent avec beaucoup d'énergie. Jérôme, tu peux nous dire un petit mot sur le CER? Donc Nelson va te dire que tu l'avais précédé là-bas. Et c'est un passage obligé entre guillemets pour les jeunes qui veulent faire de la régate, le CER en Suisse? Bah, je dirais que je suis peut-être pas très objectif, mais je dirais oui, quoi. C'est sûr que si on veut faire de la régate en équipage en Suisse à haut niveau, je pense que le CERF, c'est une des meilleures écoles, et c'est une chance d'avoir ce centre sur le lac Léman. Et c'est vrai que beaucoup de navigateurs ont passé par là. Bah, déjà, toute la famille métro, et on voit où ils sont actuellement dans tous les projets de très haut niveau. Donc, ce centre d'entraînement, je pense que c'est une référence européenne, parce que d'avoir des financements publics pour permettre aux jeunes de naviguer à haut niveau, à ce niveau-là, c'est assez incroyable. Et moi, ça m'a permis de décoller dans le monde professionnel de la voile. Et ben, Nelson aussi, du coup, il quitte le CER et il rentre dans une équipe professionnelle. Donc, je crois que quasiment tous les administrateurs du centre d'entraînement à la régate ont fini professionnels de la voile après leur parcours. Ouais, c'est effectivement une structure assez exemplaire là, dans ce sens. Un dernier mot là-dessus, Nelson, est-ce qu'il existe aujourd'hui des passerelles entre le SREL et par exemple, l'équipe Lingui Red Bull Racing, le défi suisse pour la prochaine Coupe de l'America ou vers l'équipe suisse de SailGP qui a débuté sur le circuit lors de la saison 3?
Ouais, tout à fait. Bah, je pense que sur les 14 marins qui sont engagés avec Alinghi Red Bull Racing actuellement, il y en a 4, donc un petit peu moins d'un tiers qui ont participé à des Tours de France à la voile avec le cerf, qui ont réalisé pendant plusieurs années des régates avec le cerf. Brian Métro, mon frère, Lucien Cujean, qui a réalisé plusieurs Tours de France à la voile avec Jérôme, Arnaud Psarofagis un petit peu, et puis Arthur Sever, en fait, qui a commencé la voile avec moi il y a 6 ans, qui est dans le Power Group aussi d'Alinghi. Donc voilà, donc ça c'est aussi une fierté pour notre centre. Et puis sur le CLGP, c'est vrai, il y a ma sœur Laurane et puis principalement qui a fait partie du centre et puis d'autres personnes qui ont un petit peu moins participé aux activités du CERF, euh, mais un petit peu quand même. Donc je pense que les passerelles elles existent. Maintenant il y a aussi les activités, il y aura aussi la Youth et la Women's America's Cup où là c'est vrai que le CERF est aussi à plusieurs jeunes qui sont bien placés pour participer à ces futures aventures. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel le CERF fait un petit effort justement pour permettre à ces jeunes de se lancer dans ces projets, quoi. Ouais, et il y a justement une sélection là en ce moment pour le défi suisse, pour justement représenter Alinghi Red Bull Racing sur la Youth et la Women's America's Cup. Ouais, il y aura 3 événements à Thun, à Brunn, donc c'est des lacs en Suisse allemande, et puis une à Genève, qui vont regrouper, je crois, une soixantaine de jeunes marins suisses et de femmes suisses. Ce qui se passera en fait sur plusieurs 69F, où il y aura des coachs, différentes activités, des interviews, du sport et des petites régates qui vont permettre en fait à Alinghi de sélectionner les gens qui pensent le plus compétents pour la Youth America's Cup et puis pour la Women's. Mathieu, on va parler de ces sujets, CLJP et America's Cup, parce qu'ils te concernent directement. D'abord, CLJP, je crois que tu sors tout juste d'une réunion avec l'équipe de France de CLJP. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit bilan de la saison 3 de CLJP pour l'équipe de France? On rappelle que vous avez pris finalement la 4e place. Oui, oui, effectivement, je sors de réunion de rentrée pour la saison 4. La saison 3, pour faire rapide, une super progression, une équipe qui devient vraiment solide. Maintenant, on finit 4e et on souhaite aller vraiment assurer le podium en fin de saison 4. Donc il y a encore des choses à ajuster. Mais non, une super saison et un super groupe. Donc voilà. On rappelle que vous avez remporté 2 victoires sur le circuit cette année à Cadix et la deuxième à Sydney, si je ne me trompe pas, avec un grand chelem à la clé. Qu'est-ce qui vous sépare encore des 3 équipes qui sont au-dessus de vous, notamment de l'Australie qui a remporté les 3 premières saisons avec Tom Slingsby à la barre? Ouais, c'est sûr que les Australiens sont impressionnants d'efficacité dans les finales, là. Nous, c'est des détails, et puis réussir à rester. Parce qu'on a vu qu'il y avait des régates, on arrivait à être très fort. À Sydney, on gagne quand même les 3 manches d'affilée. Maintenant, réussir à reproduire ça, continuer à être pertinent sur l'évolution des réglages et de la flotte, quelles sont les tendances et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis tout le travail, en fait, la cohésion d'équipe, la communication dans l'équipe, etc. C'est plein de points qui, même si à certains moments ils fonctionnent très bien, il faut toujours quand même les re-questionner pour voir si on peut faire mieux. Voilà, c'est un ensemble de choses. Maintenant, c'est sûr qu'aller en finale, c'est sûr que les Australiens là, c'est impressionnant. Sur l'ensemble de la saison, c'est sûr qu'ils étaient en tête sur la saison, donc effectivement ils sont très bons. Mais sur San Francisco, on les voyait bons, mais pas aussi pertinents que ça sur la finale. Et en fait, sur la finale, comme les deux autres finales qui a eu lieu avant, ils sont incroyablement efficaces, quoi. Donc c'est des détails, c'est un état d'esprit, c'est plein de choses. Voilà. Bon, vous avez à peine le temps de souffler parce que vous êtes pas ce week-end-là, mais le suivant à Chicago pour le coup d'envoi de la saison 4. C'est intense l'enchaînement là. Ouais, c'est ça, c'est super. C'est vrai que l'enchaînement est plus court, quasiment entre la fin de saison 3 et début de saison 4 qu'à certaines périodes dans l'année, mais qui sont souvent liés en fait au temps de déplacement de l'ensemble du matériel entre les étapes. Mais oui, c'est intense, mais pas tant que ça. Ça paraît intense, mais en fait les temps sur place sont assez courts. Si sur place c'est très intense, justement ça impose d'être très intense, mais c'est pas si long que ça en fait.
quand on y va que quelques jours, et que ce soit à Chicago ou à Saint-Tropez ou à l'autre bout du monde, faut réussir à être extrêmement efficace. Mais ouais. Jérôme, un petit mot sur ces circuits CLJP, toi qui navigues depuis quand même des années sur des circuits volants, ça fait rêver un circuit comme ça? Ouais, c'est vrai que c'est magnifique, hein. Moi, je participe au circuit CLJP, mais derrière mon ordinateur. Comme En beaucoup. tout cas, je vis avec eux, quoi, parce que déjà, je connais beaucoup de monde qui navigue dessus, et je crois que ce qu'a réussi à faire Russell Coutts est incroyable. En tout cas, pour les initiés de la voile, le produit est magnifique à regarder. Donc, ouais, c'est très beau, quoi. Mathieu, un dernier mot sur la coupe de l'Américain. C'est un secret pour personne quand Quentin le dit régulièrement qu'il y a des chances que tu fasses partie du groupe qui naviguera prochainement sur l'été prochain sur la C40 et à plus long terme, d'ici un an, sur la C75 français. Ça se met en place tout ça? Oui, ça se met en place, hein. C'est sûr que c'est pour tout navigant comme moi, c'est un rêve de pouvoir participer à ces compétitions-là. Quand on a la chance de pouvoir y participer, c'est sûr que on est ravis, on fonce dedans et on essaie de tout donner, d'être pertinent tout au long jusqu'à la compétition, hein. Donc oui, vous savez, hein, l'équipe est assez jeune, hein, c'est en train de se mettre en place, mais avec plein de personnes qui sont efficaces, qui mettent beaucoup d'énergie, donc ça va démarrer sans tarder. En tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées, et ça va démarrer sans tarder. En tout cas, je crois que l'équipe a hâte de recevoir la C40 pour commencer à naviguer sur un bateau, sur le petit bateau, mais sur un bateau qui fonctionne à un monocoque volant comme ça. Bon, et comment tu vois le défi suisse? Alors, on est avec des amis suisses aujourd'hui. Est-ce que le défi suisse a quelques longueurs d'avance sur le défi français? Le défi suisse a, oui, de nombreuses longueurs d'avance sur le défi français. Le défi suisse qui est pas n'importe quel défi, hein, parce que c'est comme un défi qui a remporté de nombreuses fois la Coupe d'Amérique, ce qui est incroyable. C'est un défi qui est très fort, hein. L'équipage est très fort, ce qui est mis en place, même l'équipe globale, hein, qui forme Alinghi est extrêmement soudée, extrêmement forte, qui est sur de la continuité, hein, parce que c'est pas, même s'ils reviennent sur la coupe, ils ont fait beaucoup de GC32, du TF35, du D35. Bon, Ernesto Bertarelli, je pense que c'est très bien s'entourer, et il y a plein de personnes extrêmement compétentes autour de lui. Donc oui, je pense que c'est une équipe très forte et qui sont déjà sur place, hein, qui sont déjà installés à Barcelone depuis de nombreux mois. Donc qui naviguent avec la C40, qui ont racheté un AC75, le premier AC75 des Neo Z. Donc ils sont vraiment dans la démarche d'un projet couple, et je pense qu'ils sont dans les timings. Je suis pas inquiet pour eux. Effectivement, je crois qu'il navigue depuis cette semaine à 2 AC40. Un dernier mot justement, Jérôme, toi qui connais très bien Ernesto Bertarelli, parce que vous vous côtoyez sur ces circuits sur le lac depuis des années. On a l'impression que s'il revient, c'est vraiment pour aller chercher cette aiguille d'argent. Ouais, je crois que vous résumez bien l'état d'esprit d'Ernesto. Je veux pas parler pour lui, mais je suis convaincu que sa volonté, c'est de faire le triplé. Et il donne les moyens pour y arriver. Il est, comme a dit Mathieu, il s'entoure de bonnes personnes, compétentes, les meilleures personnes à tous les postes. Je crois que c'est ça sa philosophie. Et puis son esprit de compétition est toujours là depuis tant d'années. On s'est croisés sur de nombreuses régates en D35, en TF35, et il a toujours la niaque. Donc j'espère que ça va passer encore pour eux. Bon, eh bien, on verra ça dans un peu plus d'un an et demi maintenant, dans un peu moins d'un an et demi plutôt, en septembre 2024 à Barcelone. Eh ben, messieurs, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre et pour évoquer ce bol d'or Mirabeau qui s'élance samedi à 10h et ce circuit TF35. On vous souhaite tous les trois une bonne régate sur le lac et qu'on va suivre attentivement. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un 122e épisode de Pause Report. Merci à tous les trois et très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.
Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!